Bien, merci à tous d'être venus ce soir malgré le climat difficile et la pluie et les embouteillages. Merci à Franck Lefebvre de la compagnie foncière lyonnaise et à toute son équipe, en particulier Nicolas qui a participé au jury, d'avoir renouvelé ce partenariat avec Mac de Lyon pour cette 7e édition des trophées Bâtir Vert. Merci à Raphaël Appert, au Crédit Agricole, et toute son équipe, notamment à Aurélie Bellemin. Merci à Emmanuelle Andréani d'avoir accepté d'être présidente du jury pour la 2e année, architecte. Qui te succédera, puisque c'est des rotations de 2 ans, la présidence, on l'annoncera à la fin de cette cérémonie. Donc la personne est dans la salle, hein, on ne dit pas qui, mais il ou elle est parmi vous. Merci aux membres du jury, donc Ville et Aménagement Durable, représenté cette année par Daniel Schoen, architecte aussi, Grégory Johnson, foncière Limace, Violaine Berton, la Ville Sensible, Marc Campesi, Construction 21, Jean Tonetti du Club lyonnais de l'immobilier et de la construction, Alexis Hertz, Small Building Alliance. J'espère n'avoir oublié personne. Le principe est d'avoir un débat sur un sujet à la fois de fond et d'actualité. Cette année, on a décidé d'aborder le thème de la nature en ville, du paysage, aménagement paysager, jusqu'où conduire la nature. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, on avait des jardins, on va dire, un peu à la Lenôtre, avec toutes des allées au cordeau, ce qui était très beau à une époque. Mais quand on crée, il ne s'agit pas de remettre du bazar au château de Versailles, mais quand on recrée de nouveaux espaces pour demain, comment les imaginer ? Est-ce qu'il faut refaire comme par le passé ? Est-ce qu'il faut le faire un petit peu différemment ? Donc Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme du Grand Lyon, a accepté une nouvelle fois de participer à ce débat et je la remercie puisqu'elle est, on va dire, aux manettes, en action au niveau de la métropole de Lyon, qui a beaucoup de pouvoir d'aménagement au niveau de son territoire. Et on a imaginé un dialogue entre architectes et paysagistes. Donc Emmanuelle Andréani, qui a aussi, si je me souviens bien, un diplôme de paysage. Donc le paysagiste n'était pas complètement inconnu. Et on a Amaury Wekel, Amaury Dubois, les confondez pas, ils sont tous les deux paysagistes, en plus ils sont assis sur le même siège. Marc Bouillon qui est paysagiste et qui nous parlera de l'initiative qu'il lance, qui veut rafraîchir sa ville, qui est assez intéressante. Monsieur Michelot qui est auteur d'un livre sur le Rhône et géographe. Je vous avais vu intervenir, je crois, un débat à l'université au passage de la fameuse goélette, vous en parlerez, qui fait le tour des océans. Et c'est intéressant d'avoir ce dialogue, on va dire, un petit peu interdisciplinaire. Alors, Béatrice Vessillier, tout d'abord, il y a un énorme projet qui concerne tout le monde à Lyon, puisque c'est le centre-ville, et que le centre-ville, ce n'est pas seulement ceux qui habitent le centre-ville, mais tous ceux qui y sont attachés, qui le fréquentent, venant de l'extérieur ou de la métropole. C'est ce projet, bien sûr, des rives droites du Rhône. On connaît comment on a remplacé sous les mandats Collomb les parkings qui étaient devant les universités Lyon 2, Lyon 3 par les berges qu'on connaît aujourd'hui. Là, il y a un projet en cours. Il y a eu beaucoup de communication il y a 2 ans. Maintenant, on en parle moins. Est-ce que parce que c'est devenu plus polémique, parce que c'est un grand chantier, est-ce qu'il avance réellement ? Donc, rappelez-nous en quoi il consiste pour qu'on se projette un petit peu dans l'avenir et où il en est à l'heure actuelle. Bien, bonsoir à toutes et tous et merci de l'invitation. Alors, le grand projet de la requalification de la rive droite du Rhône concerne un linéaire de 2,5 km entre le tunnel de la Croix-Rousse et le pont Gallieni. Un projet sur lequel on a travaillé dès le début du mandat, mais où on est parti à peu près de rien, si ce n'est un objectif de très grande transformation. Donc, il a fallu faire un certain nombre d'études préalables, de concertation, puis le dialogue compétitif qui nous a permis de retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est composée notamment de bases paysagistes. Et puis, effectivement, on a montré des visuels qui sont magnifiques. Je pense que vous avez tous en tête la transformation de cet axe nord-sud, comme on dit à Lyon, qui est très routier, avec jusqu'à 8 voies de circulation sur certains tronçons et un trafic de plus de 50 000 véhicules jour, pour lequel on a fixé 3 grandes familles d'objectifs.
une qualité des espaces publics et d'usage de ces espaces publics pour que ce ne soit pas justement seulement un axe de circulation nord-sud. Donc, gros enjeux d'apaisement, de végétalisation, de proposer des nouveaux usages de détente, de promenade, ludique, sportif sur ce linéaire. Deuxième famille d'enjeux, les mobilités et la qualité environnementale. Donc, partage de l'espace public, partage plus équitable entre, certes, quelques voies de circulation qui resteront, 3 voies, hein, une voie en nord-sud, 2 voies en sud-nord. Et puis, un rééquilibrage au profit des piétons. On aura des trottoirs élargis à la fois côté façade et côté Rhône, avec des trottoirs côté promenoir, comme dit le paysagiste, au minimum de 4 mètres de large, hein, sur le côté promenade du Rhône. Voilà, place pour les vélos, puisqu'on aura un aménagement cyclable, une de nos voies lyonnaises, sous la rangée d'arbres centrale, qui est aujourd'hui du stationnement à peu près partout. Donc, la voie lyonnaise numéro 6, qui sera très ombragée, très, très agréable. Un couloir bus pour les transports, un site propre pour les transports en commun, pas sur tout à fait le linéaire, mais au nord, au sud, donc place aux transports en commun aussi. Voilà, une réduction du stationnement à son strict minimum, quelques places, livraison ou PMR côté façade, mais vraiment on réduit beaucoup l'espace dévolu à la voiture au profit des autres mobilités. Et puis, troisième grand objectif, le lien au fleuve, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur la rive droite, on est en quai-eau, il y a très peu de quais-bas, et même au quai-eau, on a du mal, on n'a pas envie de profiter du Rhône parce que c'est bruyant, parce que c'est pas agréable. Donc là, on retrouve un lien au Rhône à la fois dans le quai-eau, dans le quai-bas, avec des cheminements, pas sur tout le linéaire, mais sur une bonne partie, avec des usages du fleuve, halte fluviale, pas de baignade, si vous l'attendiez. Ça ne sera pas ici, ce sera ailleurs, voilà. Mais quand même des usages fluviaux à la fois pour des livraisons, voilà, pour de la logistique et aussi peut-être pour des choses plus sportives ou ludiques. Et puis, on a des niveaux intermédiaires dans le lien au Rhône avec des terrasses intermédiaires, notamment au niveau de l'Hôtel-Dieu, hein, parce que la transformation, elle va être particulièrement emblématique au niveau de l'Hôtel-Dieu, de la place Antonin-Poncet, où on va avoir trois niveaux, trois niveaux de berges, de strates, de quais, de types d'espace, avec partout une végétation très luxuriante. On va planter plus de 1000 arbres. Végétation, qu'est-ce que ce sera? Puisqu'on va vite arriver dans le corps du sujet. Il y aura des arbres directement de grande taille. Qu'est-ce qu'il y aura comme type de végétation et peut-être des espaces même différents en fonction de leur usage? Oui. Bertrand Vignal, qui aurait dû être avec nous, vous l'aurez encore. On l'excuse, il a été retenu par un jury à Grenoble. Oui, mais en tout cas, on a effectivement des séquences très différentes selon les tronçons. Mais l'idée, c'est de désimperméabiliser un maximum sur ce secteur très vaste, hein, sur ce linéaire de 2,4 km. On a aujourd'hui à peu près 4% de la surface qui est désimperméabilisée. On passera à 10 fois plus. On va planter plus de 1000 arbres. Et on aura plus de 3 hectares d'espace végétalisé avec différentes strates, justement selon les secteurs, et notamment cette terrasse intermédiaire au niveau de la place Antonin-Poncet. Là, on aura vraiment des espaces très qualitatifs. Et tout le long, on aura différentes strates pour faire un véritable corridor de fraîcheur sur un endroit qui est aujourd'hui pas agréable, très minéral, très bruyant, très pollué, et végétalisé uniquement avec la rangée d'arbres qui est au milieu, qui sert de parking et dont on ne peut pas profiter. Donc demain, on végétalise et du côté des pieds d'immeubles, on préserve ou on reconstitue la rangée d'arbres, puisqu'au niveau des trémies, de la trémie du pont de la Guillotière ou du pont Morand, là, il n'y a plus d'arbres, donc on la reconstituera. Et puis, côté Rhône, côté promenoir, selon les niveaux
des trois niveaux que je disais, qui est haut, qui est terrasse intermédiaire ou qui est bas, on aura effectivement différents aménagements et différentes plantations qui feront qu'on aura un espace très généreux en termes de biodiversité et de paysage et d'usage, avec des endroits où on n'ira pas, où on préservera la ripisylve fluviale et qui ne seront pas accessibles, qui seront pour laisser prospérer la biodiversité, et des endroits en quai bas où on pourra avoir des usages de détente, de promenade. Jean-Louis Michelot, c'est un sujet que vous avez un petit peu regardé, cet aménagement des berges, je crois. Et pour vous, est-ce que en tant que géographe, en tant qu'auteur de Sur le Rhône, vous auriez aimé un aménagement un petit peu différent? Quelle est votre vision du projet? Oui, alors, en fait, là, je suis ici avec deux casquettes, quelque part. Il y a cet aspect de géographie qu'on peut appeler géographie sensible. C'est-à-dire, j'ai une relation à l'environnement et notamment au fleuve Rhône, à travers différentes façons d'approcher l'environnement. Et notamment, bon, j'ai fait du kayak et j'ai descendu le Rhône depuis le glacier jusqu'à la mer par différents moyens de transport. Et ça m'a donné une certaine vision un petit peu d'ensemble. Ça, c'est une première casquette. La deuxième casquette, elle est purement professionnel. Je travaille en tant qu'écologue dans un bureau d'études en écologie appliquée, et on est intervenu, on a fait le diagnostic de ce territoire. Donc je suis obligé de mélanger les deux casquettes dans ce discours. Alors bon, je vais d'abord dire que c'est vraiment un projet qui est formidable, quoi, qui est merveilleux. Non mais non mais je vais arriver. Mais il y a un mais. Je vais mettre un mais quand même. Mais non, simplement, notamment quand j'ai fait cette descente, il y a une chose que j'ai découvert que j'avais pas, même si j'avais fait un doctorat, etc. Je connaissais le Rhône, mais malgré tout, il y avait des choses que j'avais pas vraiment intégrées en moi. C'est la continuité de la ripisylve. La ripisylve, c'est la forêt qui pousse les pieds dans l'eau. Depuis le pied du glacier, presque, enfin le premier hameau à Gletsch en Suisse, jusqu'à la Val d'Arles, vous avez cette ripisylve presque continue, même dans les endroits artificiels. Et dans les endroits de rupture de continuité de cette ripisylve, il y en a peu. Il y a le centre de Arles et il y a effectivement le centre de Lyon. Et de voir cette reconstitution d'une ripisylve au cœur de Lyon, vraiment, c'est formidable. C'est formidable paysagèrement, sur l'unité de qu'est-ce que le Rhône, et puis également écologiquement, parce que c'est un corridor écologique. Donc c'est vraiment un très très beau projet. Après, quelques petites remarques, on pourrait dire énormément de choses, mais comme dans tout projet, et dans celui-là notamment, on n'intervient jamais sur un territoire qui est vierge. Et nous, quand on a fait le diagnostic écologique de ce site, au début, on s'est dit, on n'a rien à dire, on n'a rien à inventorier, quoi, parce que c'est stérile, vous connaissez, c'est un mur. Et sur ce mur, on a trouvé une espèce de libellule protégée rarissime qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui se reproduit ici. Le castor passe de temps en temps. Il y a des plantes protégées qui vivent sous l'eau, etc., etc. C'est-à-dire même cet endroit artificiel est déjà vivant. Et le projet, évidemment, il doit aussi prendre en compte cette vie. Alors c'est ce qui a été fait, il y a eu des ajustements ou autres, et le projet peut intégrer, le projet sera favorable à ces espèces in fine. Non, alors il n'y a pas vraiment de mais. Effectivement, oui, non, mais qu'est-ce que c'est mon intervention? Mon intervention, c'est un message, mais d'un côté, je pense que je plaide des convaincus. C'est le paysagiste, l'urbaniste n'est pas Dieu, n'est pas un démiurge. Peut-être que, non, c'est vrai, c'est décevant, moi, de vous le dire, mais non, c'est vous intervenez dans une partie, et puis vous composez avec la vie, avec le vivant. Et c'est en particulier vrai sur un fleuve qui amène des centaines et des milliers de graines, etc., qui est un axe de vie. Et forcément, le projet paysager va se combiner avec la dynamique naturelle. En rive gauche, il y a eu l'opération des gabions écologiques de l'association des espèces par million. Et là, il y a une centaine d'espèces de plantes qui sont arrivées toutes seules. Et forcément, c'est intéressant de laisser une place à cette dynamique. Et ça, effectivement, et je pense que quand on conçoit la plantation, la végétation d'espaces comme celui-là, c'est vraiment intéressant de laisser de la place
à cette colonisation naturelle, parce qu'elle va être très très forte. On est aussi intervenu pour la métropole, là, à titre professionnel, sur les champs de captage de Crépieux-Charmilles, où on a fait des actions, on a recréé des berges, etc. Et là, sans aucune végétalisation. Et il y a 10 ou 15 espèces de plantes protégées qui sont arrivées toutes seules. Il y a un flux qui est considérable. Donc ça, il faut juste l'accepter et l'accompagner. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter, parce que pour telle ou telle raison, c'est intéressant soit d'aller plus vite, soit de limiter la concurrence avec des espèces exotiques qui pourraient poser problème, ou pour d'autres raisons, on peut avoir envie de végétaliser. Jean-Marc Bouillon, vous avez une certaine expérience, je pense, comme paysagiste. Est-ce qu'on aménage aujourd'hui comme à vos débuts ? Comment ça a évolué ? Oh là là. Quand vous entendez, c'est en disant est-ce qu'on laissait moins faire la nature avant ? Comment ça a évolué ? C'est les exigences des élus, des citoyens, c'est des connaissances qui ont progressé ? Alors, oui, notre métier il a considérablement évolué, en tout cas dans la tranche de vie qui a été la mienne. Moi, je suis arrivé dans ce monde professionnel en 84, un truc comme ça, ouais, 84-85. Nous, on était vraiment on était l'accessoire du projet urbain. C'est-à-dire que le projet urbain, c'était un truc technique. C'était le fait d'une collection d'infrastructures. Et puis, s'il restait un peu d'argent, s'il restait un peu de place, si on pouvait, mon Dieu, on mettait quelques plantes, etc. Ici et là, ce qui était un repli d'ailleurs, par rapport à la fin du 19e, le courant hygiéniste, etc. Là, donc, voilà. Et puis nous, on a constaté au fil du temps, avec courage, etc., parce que nos métiers sont quand même installés, progressés, qu'on est passé d'accessoires à complémentaires. Donc on s'est dit, ouais, c'est une petite progression. Entre les deux, on était compensatoire, parce qu'on avait le droit de bousiller un peu des trucs ici et là, et puis il fallait compenser ailleurs. Donc on s'occupait un peu de ces compensations. Et puis aujourd'hui, on est en train de devenir un peu essentiel. Donc là, il y a une vraie progression. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a 4 temps dans le paysage depuis les années après-guerre. Il y a eu le temps des espaces verts, qui étaient décoratifs, ça n'avait pas d'utilité. Souvenez-vous, nos parcs étaient interdits. On n'avait pas le droit de marcher dessus. Il y a des gardiens de square qui sifflaient « Non, non, monsieur, pas sur la pelouse, c'est interdit. » Il y a des petites clôtures parisiennes. Ça, c'était le temps 1. Le temps 2, le paysage est devenu, social. C'était la politique des grands parcs. Ça a donné Gerland à Lyon, ça a donné Bercy, Citroën, enfin une politique de grands parcs, de plans verts, etc. Et ensuite, le paysage est devenu un peu écologiste, c'est-à-dire c'est l'époque des trames vertes et bleues, c'est les corridors écologiques, c'est la fonction environnementale des espaces verts en ville. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir technique, c'est l'infrastructure verte des villes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça la force de la nature et son intelligence, c'est que ça ne marche pas par substitution, par addition. On a compris dans les années 70 que c'était plus beau avec des espaces verts. On a compris que c'était plus social dans les années 80. On a compris que c'était plus environnemental dans les années 2000. Et on se rend compte que c'est en plus technique. Et du coup, c'est pour ça que notre profession d'accessoire est en train de devenir, on l'espère, essentielle à la ville de demain. Je vous laisse passer votre micro à Maury Dubois parce qu'à mon avis, il va enchaîner très naturellement. Il me semble que vous m'avez dit qu'aujourd'hui, oui. Dans les lots, aujourd'hui, le lot paysage pouvait presque être aussi important que le lot architecture ou d'autres lots qui avaient cette prise de poids tout à fait considérable. En effet, pour compléter ce que tu disais, moi je suis plutôt jeune génération de paysagiste, en tout cas, j'essaye de le rester. Vous avez commencé en quelle année ? Vous avez commencé en quelle année ? Alors, à mon compte, du coup, en développement, il y a à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans. Mais du coup, je rentre dans cette dernière trame qui était environnementale complètement et qui devient technique. On est complètement environnemental, c'est qu'on développe beaucoup la biodiversité, c'est un sujet énorme, d'implantation très vif, laisser de la place à la végétation, la laisser s'évoluer, lui laisser ne pas la gérer, enfin la mettre en gestion, mais pas en organisation ou différemment. On parlait tout à l'heure de la gestion différenciée des grands parcs, etc. Donc ça, c'est des vrais sujets d'adaptation aussi qu'on a. Et on devient technique parce qu'on nous demande aujourd'hui de plus en plus de technicité dans la gestion des eaux, dont on pourra en parler tout à l'heure, et de calcul, de labellisation, de choses comme ça qui n'étaient pas nos métiers non plus. Et on rentre dans cette thématique de labellisation aussi de la ville. Et ça, c'est nouveau pour nous. On essaie de le comprendre. Et c'était quoi ta question ? Sur le poids dans chaque lot aujourd'hui, dans chaque projet. Oui. Jean-Marc a dit qu'au départ c'était accessoire. C'était accessoire. Et il me semble que tu m'as dit dans la préparation que c'est quasi ça. équivalent sur certains projets.
On essaie de le développer en tout cas. C'était accessoire. On voit sur un projet comme celui que vous êtes en train de faire sur les quais où c'est le paysage qui prend toute la place. Et là, peut-être, je ne sais pas s'il y a des architectes dans le groupement, en tout cas, il y a au moins des ingénieurs qui viennent accompagner ce projet-là qu'on pourra avoir. Et nous, on va aussi travailler beaucoup avec dans les groupements avec des architectes. Et on sent aussi le besoin de la prise de parole du paysagiste, que ce soit dans les dossiers, dans le dessin, dans la conception, dans l'aménagement, etc., où on devient sentiment de prendre une place essentielle et non juste compensatoire ou subsidiaire. Emmanuel Andréani, tu souscris à cette évolution et comment ça se passe avec un architecte? Est-ce que les paysagistes vous prennent du travail, vous prennent du foncier, vous prennent de l'espace, ou tout se passe bien? Alors, bon. Je mets de la bonne volonté à créer un débat. Ouais, non, mais écoute, moi, je suis sortie de l'école dans les années 90. Un peu plus tard, et j'ai eu la chance, je travaillais chez Dominique Perrault, de m'occuper du grand projet de Bordeaux. Et là, on avait lancé un projet, c'est la nature en ville. C'est vraiment le truc. Et en fait, depuis toujours, aujourd'hui, moi, je me dis, tout ça, c'est qu'une question d'équilibre, en fait. Comme on pourrait dire, il n'y a pas d'ombre sans lumière ou il n'y a pas de lumière sans ombre, c'est un peu la même chose. C'est une question d'équilibre dans la ville, c'est aussi une question d'équilibre dans la campagne. Hein. Le curseur de cet équilibre a bougé quand même au fil des décennies, comme le racontait Jean-Marc. Le curseur a bougé, mais finalement, si on regarde à l'échelle mondiale, il y a des villes, par exemple, je pense à Varsovie. Varsovie, c'est une ville qui avait complètement intégré les corridors verts qui arrivaient au cœur de la ville, justement pour avoir de l'air plus sain, pour socialement que les gens se retrouvent. En fait, il y a une évolution en France, mais si on regarde à l'échelle de la planète, c'est aussi les grands projets de ville se sont toujours construits avec la nature. Alors, cet équilibre-là, il a été effectivement un peu cassé dans les années 70, avec nos villes hyper motorisées, les grandes dalles qu'on essaie de soigner aujourd'hui. Mais tout ça, c'est une question d'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à bien gérer cet équilibre, et notamment dans l'échelle de réflexion. Parce que là, on parle d'un projet sur 2 km au centre de Lyon. C'est quand même une grande échelle. La métropole de Lyon réfléchit ces trams vertes, ces trams bleus sur quand même une très grande échelle. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est qu'on adapte ces questions à la petite échelle, à la micro-échelle. On y viendra alors, on le voit tous, là, il y a des promoteurs, des architectes, des paysagistes, à la parcelle, parce qu'on a un peu contraint à Lyon, ou sur la métropole, mais ça vient aussi un peu partout, c'est-à-dire qu'on réfléchit cet équilibre entre je construis et je laisse de la place à l'espace vert, entre guillemets, donc à la nature aussi, et à la biodiversité. Et moi, je le vois apparaître à Lyon à la micro-échelle. Devant l'agence, on a découpé le bitume, on a planté, et tout ça, ça contribue à plein de choses. Alors, il y a des papillons, c'est super. Et puis, les voisins, ils viennent arroser. Enfin, voilà, c'est un peu cette dimension-là, cet équilibre-là, construit nature, qui un peu s'infuse un peu à toutes les échelles. Et ça, je trouve ça assez formidable. Alors, Amaury Dubois, récupérer Amaury Wekel, pardon. Je m'en sortirai pas. En plus, ils sont assis à côté. Donc, vous êtes quand même en charge, je crois qu'il s'est fait, d'un projet très révélateur. La ville de Romans-sur-Isère vous a demandé, mais elle avait 2 options, vous allez nous le raconter, de remettre à la lumière une rivière, la Savasse. Donc c'est un choix. En plus, c'est pas une grande ville dirigée par des méchants écolos qui pensent qu'à la nature. Me regardez pas comme ça. Là, c'est une ville de Romans-sur-Isère, donc une ville moyenne, on va dire. Donc c'est très très intéressant. Et racontez-nous, parce que je crois que vous faites ça aussi sur la Rise. On en parlera. Juste avant de parler de la Savasse, je voulais reparler, juste pour bien comprendre le projet et puis notre rôle aussi, parce qu'on est paysagiste et on ne fait pas des
des projets comme ça tout seul. Il y en a des équipes techniques qui sont compétentes, mais qui sont aussi transversales. Et des groupements, bien sûr. Donc on est en groupement et Jean-Marc a tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, nous, on rentre dans une compétence, dans une grande technicité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit, nous, PGIS, avoir cette capacité d'avoir une transversalité en fait, avec les différentes compétences. C'est-à-dire qu'un jour, on va vous demander de faire un parc, un jour, on va demander de faire un jardin, un jour, on va demander de faire une découverture de cours d'eau, pourquoi pas, donc de la renaturation. Un autre jour, on va nous demander de faire du grand paysage, de porter une réflexion sur des échelles qui sont du 20 millième à des échelles qui sont du 10e. Donc en fait, on a une transversalité autant en échelle, comme disait Emmanuel, effectivement, donc on le revoit, le coquelicot dans le bitume, mais ça peut être aussi 2,5 km de berge au cœur de Lyon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est transversal en échelle de réflexion, mais aussi c'est énormément transversal en compétences. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on n'est pas tout seul, mais on doit un peu vulgariser les compétences de chacun. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des hydrologues, il y a des gens qui sont spécialisés dans la renaturation. Moi, j'ai vu le projet je connais assez peu le projet des berges, mais j'ai vu l'équipe qu'il y a. Il y a Baz qui est mandataire, certes, mais il y a énormément de gens qui sont là pour apporter leurs propres compétences. Donc, ça montre aussi assez bien, c'est Baz, d'ailleurs, qui est mandataire dans le groupement tel que ce qui est demandé, mais il y a aussi cette logique de transversalité, donc de vraie gestion de projet dans la technique et dans le temps, qui aujourd'hui, dans le paysagiste, devient un peu cette mutation dont on parlait un peu avant avec l'architecte, où l'architecte avait ce rôle-là, en fait, de mandataire, finalement, et qui avait été mandataire par défaut de la ville et de l'urbain. Et petit à petit, effectivement, dans cette transversalité d'échelle, ça commence à arriver, comme dit Jean-Marc, vers le paysagiste, de par ces approches multiscalaires et de compétences. Donc tout ça pour revenir sur la Savas et à la question, c'est surtout pour dire qu'on n'est pas tout seul déjà. On était une équipe où il y avait quand même Sera en architecture, il y avait Siméo en études structure, on était avec Biotech aussi sur la partie renaturation. Donc c'était un travail d'équipe pendant presque 2 ans d'études qui amène aujourd'hui à un projet qui est très ambitieux et puis qui a été très enrichissant sur toute la période des études jusqu'aux travaux, puisqu'on a fait face à beaucoup Mais est-ce qu'il y en a autant en France que ça? Quand je dis que c'est révélateur que... En plein centre urbain, moi j'en connais assez peu. J'ai beaucoup discuté avec Adrien Ham, qui a été aussi chargé de projet au sein de Biotech, qui, eux, c'est leur spécialisation de faire de la renaturation, donc de lits de rivière, de Riesberm sur la partie basse. Ils se sont beaucoup occupés de comment on travaille sur la sinuosité de ce cours d'eau, comment on lui redonne de la vie, comment on va lui refaire son lit, parce qu'à la base c'est un caniveau, hein, donc une rivière dans un caniveau, normalement, il faut qu'il ait un socle, sinon ça creuse et ça, on connaît tous la puissance de l'eau, donc ça peut être aussi dévastateur. Donc ça c'est aussi géré et que ça apporte son lot de biodiversité. Donc il y avait toute cette logique-là, mais en milieu urbain, on en connaît en fait relativement peu, et c'est là où ça vient justement allier beaucoup de compétences qui s'entrechoquent. Des fois, il y en a qui fonctionnent bien, des fois, on doit faire beaucoup de concessions. Mais à part à Romans, j'en connais assez peu avec autant de complexité, parce qu'on est en entrée de ville, quoi. Alors, on aura l'occasion beaucoup plus dans les milieux ruraux, quoi. Sans tout révéler, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je crois, du projet. Béatrice Vessillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ou ce que vous allez faire et le calendrier au niveau de la Rise, puisqu'il y aura aussi une rivière qui va retrouver sa place? Et j'ai pas répondu au calendrier de la rive droite, donc je dis quand même qu'il va y avoir une enquête publique qui démarre le 16 juin, parce qu'effectivement, il y a eu des mois de procédures réglementaires et on vient d'avoir l'avis de l'autorité environnementale. L'enquête publique aura lieu du 16 juin au 16 juillet. Donc, une commission d'enquête, un bilan un rapport du commissaire enquêteur et un démarrage des travaux l'année prochaine. Voilà. Sur la Rise, donc la Rise... qui est busée à Dessines, qui est couverte à Vaud, on ne sait même plus où elle se jette là dans le canal de Jonage entre Vaud et Villeurbanne. Mais effectivement, on a des petites rues de la Rise à Villeurbanne, à Lyon, donc on sait qu'un jour elle est arrivée jusqu'au Rhône. Bon, alors aujourd'hui, on va découvrir la Rise, on va la débuser dans la partie dessinoise et vaudaise,
pour retrouver un cours d'eau et un fonctionnement écologique d'un cours d'eau, renaturer les berges, etc. Donc, c'est un projet effectivement très intéressant pour cette partie de l'Est lyonnais qui n'a pas beaucoup de rivières. Ça vous a pas échappé par rapport à l'Ouest où il y a des cours d'eau de partout. Dans l'Est, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est assez intéressant sur le plan écologique, sur le plan du corridor de fraîcheur à recréer, de la biodiversité, de effectivement faire ce désaménagement, si on peut dire, parce que la partie busée, voilà, il y a eu des discussions importantes avec les services de l'État aussi. Donc, on aura des travaux. Enfin, on est encore en étude et en procédure. Les travaux, c'est plutôt 2027. Très bien. Puisqu'on parle eau, au niveau de la parcelle, Jean-Marc Bouillon, on peut agir avec l'aquaponcture, c'est-à-dire pour lancer le sujet, c'est que vous avez une solution qui permet de mesurer la capacité d'absorption au niveau de la parcelle. Et chacun, chef d'entreprise, voire particulier même, en tout cas, vous pouvez donner le potentiel d'absorption plutôt que ça finisse dans les réseaux pour la saturation. Donc là, c'est une micro-échelle, mais qui a un maxi-effet. Oui, c'est une micro-échelle et une maxi-échelle aussi. Parce que si on répond à jusqu'où conduire la nature, il faut la conduire aussi dans le domaine privé. Parce que tous ces projets-là dont on parle, c'est des projets qui sont plutôt dans le domaine public. Et il faut reconnaître et remercier les élus qui ont commencé les premiers à bâtir des stratégies d'adaptation des villes au réchauffement climatique, mais sur le domaine public. Et or, le domaine public en général ne regroupe que 20% du territoire. 80%, ça dépend où, et ça dépend ici. Ah ouais, on dit ça dépend si on compte les espaces verts des offices publics d'HLM ou pas dedans, enfin, etc. Mais en gros, c'est le rapport entre le domaine privé et le domaine public des villes, c'est 70-30 ou 80-20. Donc, on se rend bien compte que concentrer les stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique sur les 20 ou 30% du foncier public, c'est indispensable, nécessaire, merci. Mais si on n'embarque pas le nôtre, celui de nos maisons, de nos copropriétés, de nos usines, de nos commerces, etc., on n'y arrivera pas. D'accord ? Donc, il faut s'intéresser à la parcelle. Mais il y a un autre chiffre qu'il faut savoir, que l'ensemble des projets dont on parle, et tous ceux dont on ne parle pas, tous ceux qui sont soumis à permis, à autorisation, permis d'aménager, déclaration de travaux, etc., ne renouvellent nos tissus urbains en fait que de 1% par an. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des 99% de la ville qui n'a pas de projet et comment on les embarque dans cette histoire, et dont, dans ces 99%, il y a les fameux 80% qui sont les nôtres, sur lesquels vous avez peu de prise. Voilà. Et vous avez des actions, et on va comme planter les cours d'îlots, etc., et c'est super. Donc la question, c'est ça. Donc pour arriver à embarquer les gens qui n'ont pas de projet, il faut d'abord avoir un diagnostic qui est précis, qui donne envie, et ils vont avoir un récit qui soit attractif. Et c'est là que intervient cette logique à la fois du micro-projet de l'aquaponcture, parce que si j'ai pas de projet, j'ai pas de budget, je me suis pas organisé. Donc si j'ai l'impression que ça va être un truc titanesque, je vais pas le faire. Et puis il faut que je sois sûr du résultat. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est intéressé à la parcelle, mais à grande échelle. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pour adapter nos villes au réchauffement climatique, il faut partir de l'eau, parce que pas d'eau, pas de végétaux. Et on savait qu'en 96 à Lyon, 50% des arbres remplacés chaque année sur le Grand Lyon avaient moins de 30 ans. Et en 96, il faisait pas chaud, on a le droit d'arroser. Donc si on bâtit des stratégies d'adaptation en misant sur les solutions végétales et que les préfets coupent l'autorisation d'arrosage, tout ça, ça va pas marcher. Donc il faut partir de l'eau. Donc et ça tombe bien parce que l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? On la collecte parce que la ville est trop imperméable, partout en même temps chaque fois qu'il pleut, et par convergence, elle va dans les tuyaux qui deviennent trop petits, et puis on génère notre propre débordement. Donc il faut arrêter de la collecter cette eau. Donc si on la collecte pas, il faut la garder à la parcelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, garder l'eau de pluie à la parcelle ? Finalement, pas grand-chose si on réfléchit comme ça. Parce que, imaginons une maison individuelle de 600 mètres carrés avec une parcelle, avec une surface imperméable de 100 mètres carrés. 80 mètres carrés de toiture, 10 mètres carrés de place de stationnement, de terrasse, ça fait 100 mètres carrés. Si on prend un épisode pluvieux cinquantennal aujourd'hui à 60 mm, ça fait 6 mètres cubes qui tombent dessus. Et donc, il faut trouver un endroit pour stocker momentanément 6 mètres cubes dans un espace vert très faiblement creux pour ne pas faire un trou de bombe. Vous savez de combien on a besoin pour gérer 6 mètres cubes à 30 cm de profondeur ? 20 mètres carrés.
Donc la question, alors comme on ne veut pas faire des trous comme ça, on va faire une pente un peu douce, on va dire 75 mètres carrés. Donc la question c'est, est-ce que je suis capable de trouver sur chaque parcelle cadastrale, qui fait 600 mètres carrés, 75 mètres carrés aménagés dans les 500 mètres carrés restants? Et là, nous, avec nos lectures algorithmiques des pixels des photos aériennes, on arrive à détecter automatiquement quelle est la surface propice pour accueillir ces 75 mètres carrés dans ces 500 mètres carrés. Si j'ai 200 mètres carrés de disponible, qui est bonne morphologie, pas trop de pente, à 1,50 m des limites de propriété, etc. J'ai 200 mètres carrés de propice pour trouver 75 mètres carrés, je vais classer la parcelle en très facile. Si j'ai que 150 mètres carrés, je vais la classer en facile. Si j'ai moins, en moyennement facile, et après, je vais la classer en difficile. Et donc, on va être capable de classer toutes les parcelles cadastrales, par exemple 40 000 parcelles cadastrales à Angoulême, et dans sa première couronne, par cet indice de facilité. Toutes celles-ci vont être très faciles à aménager, facile, moyennement facile ou difficile. La bonne nouvelle, c'est que 70% de la ville existante est classée dans les catégories faciles. Le tissu urbain moyen français tel qu'il a été constitué dans son histoire fait que dans 70% des cas, nous pouvons faire ces micro-projets, ces points d'aquaponcture. La question, c'est comment donc nos villes sont remédiables par un ensemble de micro-projets. Et donc là arrive le récit pour dire, ben voilà, on a tous des points d'aquaponcture, et ben comment on s'organise pour les piquer chacun à son tour. La question de l'échelle pour le géographe, on entend ça dans toutes les questions de la transition écologique, que ce soit la pollution ou autre. On se dit à quoi bon, je représente que 0,1%, que 1%, que, etc. Est-ce que c'est intéressant quand on voit la fonte des glaciers et plein d'autres choses, ou les débordements, les inondations, enfin ces dérèglements climatiques, est-ce qu'on peut agir soi-même au niveau de sa petite parcelle et pas seulement laisser ça au pouvoir public ? Je pense que là, je vais reformuler ce qui a déjà été dit, ou je vais dire des grosses banalités, mais c'est qu'on n'a pas le choix, il faut jouer sur toutes les échelles. Mais vous l'entendez, ce discours, souvent, qu'on appelle aquabonisme, et qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même un peu récurrent. Oui, mais enfin, pour moi, c'est vraiment une évidence qu'on est dans un système qui est fractal. Moi, je suis touché par la question de la micro-échelle, c'est-à-dire l'écosystème au coin de la rue. Je dirais même l'écosystème qu'on a en nous, quoi, le tube digestif et les centaines de bactéries et d'espèces de bactéries qu'on a en nous. Il y a des écosystèmes et il y a des systèmes hydrauliques partout. Et évidemment, on va les gérer de telle ou telle façon en fonction de leur échelle. Et il faut absolument qu'on gère toutes les échelles. Et je pense que pour arriver à être convaincu, c'est-à-dire on peut voter, on peut se dire ah bah tiens c'est tel organisme, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui gère le Rhône, etc. On peut toujours dire c'est aux autres, mais c'est en travaillant à l'échelle de sa parcelle, quelque part sa propre parcelle, c'est un modèle de ce qui se passe sur l'ensemble de la grande échelle. Moi, je pense que ça peut être extrêmement pédagogique, quoi. C'est quand on a un jardin et qu'on apprend à gérer ce jardin avec un regard comme ça, en considérant que mon jardin est un modèle pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'évaporation, qu'est-ce que c'est que la forte pluie, etc. Ça me permet de mieux comprendre et de mieux comment faut-il gérer également les grandes échelles. Donc pour moi, tout ça est complètement complémentaire, sachant qu'un des gros enjeux est un enjeu, je dirais, psychologique ou sensible. Comment faire pour être convaincu de l'importance de ces cycles, et c'est probablement par l'expérience personnelle, individuelle, qu'on peut vraiment intégrer en soi-même l'importance de tous ces thèmes et de tous ces cycles. On parle beaucoup de reconnexion à la nature. Votre message, c'est qu'on peut commencer par son jardin. Je dirais même, à mon avis, il faut commencer. Par son pot de fleurs, par son coquelicot sur le trottoir d'Emmanuel. Une question à Maury Vauquel, à Maury Dubois. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui, pour prendre un autre thème avant de donner les questions au public, d'agriculture urbaine dans vos aménagements? Parce qu'on est au-delà du paysage, on parle parfois même maintenant d'un aspect nourricier. Est-ce qu'on vous demande de mettre de l'agriculture urbaine, pas seulement des fermes, hein, ça existe, mais dans les parcs, des choses qu'on peut, des espèces qui proposent des fruits, etc. Alors, pour y répondre, donc oui, il y a de l'agriculture urbaine qui s'installe petit à petit, de différentes manières.
à la fois l'installation de fermes. On en a sur Lyon qui sont installées dans le 8e. Il y a la ferme du 8e, du 8e Cèdre, qui vient en plus de s'étendre. On a accompagné la Cèdre justement pour s'étendre avec des bailleurs qui gèrent ça. Donc c'est Grand Lyon Habitat qui, sur leur terrain, qui ont installé ces fermes, qui les ont poussées, qui les ont développées, et avec tout un... On va presque parler dessins d'associations qui tournent autour, qui sont très très actives, et accompagnées par la métropole, bien sûr. Et ensuite, je ne vais pas faire d'impair. Je les ai vus passer la dernière fois à l'inauguration. Du coup, à cette échelle-là, je sais que Caluire aussi s'est installé une ferme. Il y a aussi on en avait une pas à Chapelot, mais Pierre Bénise, mais du coup qui a des problèmes de produits de PFAS. Saint-Fond s'y intéresse. Enfin, voilà, en local, il y en a. On en accompagne à Grenoble, à Périgueux. Enfin, voilà, c'est la ferme urbaine s'installe. Elle est nécessaire parce qu'elle fait le lien entre la campagne, le périurbain, la campagne et la ville. C'est comment on ramène à la fois la question de l'alimentaire, comment on reconditionne l'alimentaire, comment on fait de la pédagogie sur l'alimentaire, comment on repense les trajets et la nourriture au sein du quotidien. C'est aussi un outil pédagogique pour des enfants de certains quartiers, de certains lieux qui n'ont pas de connexion avec la plantation. Et ça devient aussi un alibi d'espace public. Voilà, c'est un peu fort. Mais ça devient un lieu d'activité, d'usage fort, là où avant, il y avait, comme tu disais tout à l'heure, le parc, trois pelouses, un arbre, plus ou moins sympa, plus ou moins machin, et la petite grillage autour. Là, maintenant, on commence à avoir des espaces où on fait de la place à la biodiversité très fortement, dans nos aménagements paysagers, et l'agriculture urbaine vient ramener une couche d'usage, de social, de pédagogie, et de lieux de rencontre, de convivialité autour du potager, entre autres. Donc oui, on nous demande beaucoup d'installer des potagers dans des espaces qui peuvent être de construction, de logement tertiaire, qui viennent naître de ces fermes urbaines. La problématique qu'on retrouve souvent, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que des potagers posés quelque part sans pédagogie, sans accompagnement, souvent ils font un peu flop. Ça demande un temps, notamment, mais quelle que soit l'échelle, même une ferme urbaine demande un temps d'adaptation, un temps d'accompagnement pour que, par exemple, des fermiers créent un GIEC. C'est vraiment à l'échelle du campagne pour fonctionner. Et tout ça, une fois que ça fonctionne, ça crée un petit monde à la fois du social, à la fois pour chacun des usagers. Ça peut être des jeux, il y a des espaces de jeux, des espaces de partage, des grandes tables, et on cuisine, et des maraîchers qui s'installent et qui peuvent en plus commencer à en vivre petit à petit. Donc oui, l'agriculture urbaine prend de la place quand on peut, pas partout, quand c'est possible, et si c'est bien pensé et au bon endroit. Comme toujours, au bon endroit. Il ne faut pas mettre ça partout, ça n'a aucun sens, mais au bon endroit, avec les bonnes personnes, ça marche très très bien. Emmanuel, un petit mot de conclusion peut-être avant de passer les questions au public, s'il y en a, sinon on continuera un petit peu sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a une limite à la renaturation de la ville? Est-ce qu'il faut garder un équilibre, la campagne à la campagne et la ville à la ville? C'est un petit peu la question que je me poserais. C'est à un moment donné, si on amène toute la campagne en cœur de ville, on ne va pas ramener toute la ville à la campagne. Donc c'est toujours la question de l'équilibre. Moi, j'ai quand même une question, d'ailleurs, que je vais poser à Béatrice Vessillier. Quid de l'entretien de tout ça? C'est peut-être une vraie question, parce que à partir de ces grands projets ou de ces micro-projets, on soulève quand même une question qui est celle de l'entretien et du coût de cet entretien. Comme je le disais tout à l'heure, je reviens d'Oslo, où je me suis rendu compte que c'était une ville extrêmement verte, mais en fait, c'est les gens qui entretiennent tout un chacun. La ville est riche, elle entretient aussi beaucoup. Sur la métropole, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question dans un moment de l'aménagement ou de la manière de faire la ville où on veut végétaliser beaucoup l'espace public. C'est un vrai sujet parce que, comme le dit une de nos cadres de la métropole, quand vous faites un espace goudronné, vous êtes tranquille pour 15 ans. Quand c'est végétalisé, si vous ne entretenez pas, que les végétaux débordent sur la piste cyclable, sur les trottoirs, ça ne le fait pas. Eh ben, c'est un vrai sujet, surtout dans un contexte budgétaire un peu contraint. Ça ne vous a pas échappé en ce moment. Alors, ça se passe comment ? Vous savez sans doute que les grands arbres, c'est la métropole, les strates basses, c'est les communes. C'est déjà vachement simple.
Mais encore plus quand on veut mettre des strates intermédiaires, donc c'est les communes, strates basses, strates intermédiaires, c'est les communes, et nous, on garde nos grands arbres. Donc autant vous dire que quand on fait des beaux aménagements paysagers, alors à Lyon, la rive droite, la ville de Lyon, elle a quand même une direction paysage et nature en ville où ça devrait bien se passer. Mais dans d'autres communes, la question de la conception de ces espaces publics très généreux en végétalisation se pose effectivement sur après comment ça va être entretenu. Et si vous avez en tête le BUE réalisé il y a quelques années côté Vaux-en-Velin, qui avait des espaces de part et d'autre ou centraux végétalisés, zéro entretien, tout a crevé et ça ressemble à rien, quoi. Donc, on va essayer d'éviter ça parce qu'on veut faire des corridors écologiques et des corridors de fraîcheur qui soient encore là 3, 5, 10 ans après les investissements significatifs. Donc, c'est un sujet de discussion entre métropole et communes, effectivement, pour se dire comment on va faire intelligemment à moyen constant, voire en réduction, parce qu'on ne peut pas recruter, les villes, elles ne peuvent pas recruter plus de jardiniers, elles ont des contraintes budgétaires aussi. Donc, ça fait partie des sujets à la conception où il faut effectivement trouver le bon niveau extensif, intensif, mais qui alors même si on ne tombe plus tous les 4 matins, n'empêche qu'il y a quand même ces sujets d'intégrer la question de la gestion dans les études de conception. Et pour être clair, on n'a pas encore totalement atterri quand même sur ces sujets-là entre métropole et commune. C'est un sujet qu'on va devoir, qu'on travaille encore, quoi. Voilà. Après, j'ai envie de citer sur cette question très intéressante, effectivement, où on veut plus de nature en ville. C'est non seulement comment on gère et qui paye, mais y compris qui paye l'investissement, parce qu'on se rend compte dans les projets urbains, bon, dans l'espace public, c'est la métropole qui paye, ok, mais dans les projets urbains, l'équation compliquée de notre modèle économique de l'aménagement, c'est que quand même, c'est le plein qui paye le vide, hein. Si on veut beaucoup de nature, il faut faire plus de surface de plancher. Et ça, c'est un peu un problème. Et je le livre à tous les acteurs de la fabrique de la ville que nous sommes, parce que c'est quand même pas totalement satisfaisant, même si on est d'accord, il faut surélever, densifier intelligemment, etc. À un moment donné, ce modèle a une limite. Donc, je nous le pose à tous collectivement, parce que les services écologiques, écosystémiques, sociaux que rendent ces espaces de respiration, évidemment, voilà, il n'y a pas de bilan économique global de tout ça qui permet d'intégrer. Mais Courte réaction. On entend souvent, quand on voit arriver cette nature en ville, on voit souvent arriver tout de suite après, oui, mais qui paye, qui va entretenir, ça coûte cher, tous ces jardins, etc. etc. C'est pas vrai du tout, en fait. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. vous gérez pas les budgets. Mais si, non, mais parce qu'en général, on le sait bien, quand on viabilise un terrain, si on choisit des solutions végétales pour notamment gérer les eaux pluviales, eh ben, ça coûte entre 15 et 25% moins cher que de viabiliser. Donc la nature, quand on l'utilise bien, elle est souvent source d'économie. Et si on se met à rajouter le coût complet dans l'analyse de l'entretien de ces espaces verts, si on rajoute l'effet que ça a sur la qualité de l'air, sur vraiment le coût complet, sur les désordres que ça évite, parce que le fait de mettre des mètres cubes d'eau dans nos réseaux, etc., quand les réseaux deviennent trop petits, on se souvient tout d'un coup qu'un mètre cube, c'est une tonne, et qu'une tonne, c'est un peu bête, parce que ça casse tout quand ça se met en mouvement. Et quand on aborde vraiment la question du coût complet de cette histoire, on s'aperçoit que miser sur la nature, c'est une solution extrêmement pérenne, extrêmement résiliente, extrêmement économe. Voilà. Et on oublie qu'on doit entretenir les infrastructures grises, les tuyaux. C'est une belle conclusion.